La puce déclic, le balado de la puce ressources informatiques qui fait clic. Avec nos invités, nous déclenchons des discussions passionnantes sur la littératie et la transformation numérique dans le milieu communautaire et dans notre société. Préparez-vous à avoir le déclic. Bonjour et bienvenue au balado La puce déclic. Aujourd'hui, je suis avec 3 invités pour pouvoir parler d'un sujet d'actualité, l'impact des technologies sur le monde du travail. Donc, c'est un sujet qui est très important, d'autant que depuis la Covid, il y a eu beaucoup de mouvements. Donc, avec nos invités, on va pouvoir en discuter plus en avant. Donc, on a avec nous Valérie Roy, Benoît Prévost et Marie-France Wagnac. Donc, je vais les laisser se présenter. Oui, bonjour, Valérie Roy, directrice générale d'Axtra, l'Alliance des centres conseils en emploi. Nous sommes un réseau québécois d'organismes qui aident les chercheurs d'emploi, dont la puce fait partie. Nous avons près de 100 organismes membres à travers le Québec qui aident chaque année environ 80 000 personnes à se trouver un emploi, à se maintenir un emploi, puis à donner un petit coup de pouce aux employeurs aussi pour intégrer les bonnes personnes dans leurs équipes de travail. Merci. Bonjour, Benoît Prévost, je suis conseiller en gestion et transition de carrière chez Midi 40. C'est un centre conseil en emploi qui accompagne les gens de 40 ans et plus, en fait les travailleurs expérimentés de 40 ans et plus dans leur recherche d'emploi. Merci. Bonjour, Merci. je me présente Marie-France Wagnac, une ancienne participante de la puce, donc que j'ai fait affaire avec la puce. Moi, je suis une personne qui est quand même dévouée dans la communication, fascinée par le développement personnel, ce qui m'a amenée pendant plusieurs années dans le domaine de la vente. En ce moment, je suis sur un chemin de me réorienter. Donc, c'est ce qui fait que je m'en vais dans le domaine de la conférence pour pouvoir offrir mes services en conférencière. Merci beaucoup. Donc là, pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, donc on va parler de l'impact des technologies sur le marché du travail. Je commencerai avec Valérie. Quel serait selon vous l'impact en fait qu'ont les technologies sur le marché du travail ces dernières années? Ben, l'impact, comme on le sait, est considérable et très grand, même que je dirais que l'impact des technologies, en fait, on pourrait nommer les transitions technologiques numériques au même titre que les autres grandes transitions du marché du travail, comme les transitions démographiques, les transitions vertes, donc en ce qui a trait aux changements environnementaux, climatiques. Donc, c'est très important, les transitions, les impacts de la technologie sur le marché du travail. C'est sûr que dans les dernières années, ça s'est beaucoup accéléré parce qu'au-delà de l'informatisation des milieux de travail qu'on a vu dans les dernières décennies, puis l'utilisation qui pour nous est normale des outils informatiques de base. On a vu l'avènement des médias sociaux dans les dernières années qui est venu vraiment là, intégrer toutes les couches des organisations, peu importe le type d'organisation, la taille de l'organisation. Presque toutes les entreprises, organisations ont des médias sociaux. Donc, la gestion de cette identité-là, ça, c'était une grande transformation dans les dernières années. Je dirais aussi ce qu'on voit depuis la pandémie, parce que il faut se le dire, là, la pandémie, ça l'a accéléré. Ça l'a vraiment accéléré, là, très rapidement. C'est ça. Tout ce qui est technologie. Par exemple, les gens commençaient à faire du télétravail, même tous les jours. L'école à distance. Donc, l'apprentissage en ligne. Nos relations avec la technologie ont été vraiment bousculées. Donc, c'est ça qu'on voit. Puis là, il y a beaucoup d'enjeux. On va le voir aujourd'hui dans le balado. Comment gérer ça? Comment gérer son identité numérique? Alors, ce n'est plus juste... On dépasse, on va le voir tout à l'heure, on dépasse les compétences technique là, pour pouvoir opérer les outils. Il faut être vigilant pour être sûr que cette technologie-là vienne pas faire du mal à notre identité professionnelle, qu'elle ne mette pas des bâtons dans les roues. Donc, il faut l'utiliser à bon escient, de la bonne façon. Donc, les transformations sont à tous les niveaux. Au niveau macro, les politiques publiques en matière de gestion, de la sécurité informatique, on le voit beaucoup là qu'il y a des efforts du gouvernement pour mettre en place des lois, des cadres publics sur la gestion, par exemple, des renseignements personnels, la cybersécurité. Ça, on voit une accélération, même, je dirais même un rattrapage de la part des autorités publiques là, pour bien cadrer ça. Mais ça a un impact dans les entreprises.
quoi mettre en place comme outils informatiques, outils de cybersécurité, politique interne pour les employés, les membres du personnel. Donc ça, c'est un impact concret qu'on voit sur le marché du travail. Et c'est sûr que nous, avec notre lorgnette des services publics d'emploi, on veut que tout le monde ait sa place sur le marché du travail. Donc les gens qui avaient déjà des barrières, des enjeux pour intégrer le marché du travail, ces changements technologique-là, numérique-là, cette fameuse littératie numérique-là qui doit s'ajouter à d'autres connaissances de base que ces personnes-là doivent posséder pour non seulement intégrer, mais se maintenir sur le marché du travail, ben ça s'ajoute. Comme comment s'assurer que nous allons continuer à offrir des services, un accompagnement qui tient compte de ça, de la formation continue dont on a besoin pour continuer à avoir des citoyens, des citoyennes, peu importe leur contexte de vie, peu importe leur degré d'éloignement, peuvent trouver leur place sur le marché du travail dans cette ère numérique-là. Donc, les transformations sont sur toutes les strates. La structure organisationnelle, les employeurs, les gestionnaires, l'équipe, le personnel, les travailleurs et aussi même les citoyens, citoyennes qui veulent accéder à des services publics, que ce soit emploi, santé, services sociaux. Si on n'a pas d'identité numérique, des fois, on peut pas accéder à un portail pour s'inscrire à une formation. Alors, c'est majeur. Je m'arrête là pour l'instant, mais je vous dirais là que c'est vraiment ce qu'on voit se décupler dans les dernières années. Mais depuis la pandémie, là, puis vous le disiez d'entrée de jeu au début du balado, il y a eu une transformation là qui s'est faite très très rapidement. Donc on n'a pas eu le temps d'intégrer comme société tous les aspects encore. Et au niveau justement de tout ce qui est recherche d'emploi et puis aussi maintien en emploi, quels ont été, Benoît, les impacts que vous voyez dans votre pratique quotidienne? Ben, c'est sûr que nous, en tant qu'organisme qui aide les 40 ans et plus, il y a des clients qui arrivent qui sont vraiment n'ont pas eu la chance de pratiquer parce que pour X raisons, ils ont eu un poste, ils n'ont pas eu beaucoup d'informatique, ils n'ont pas eu à utiliser les outils informatiques ou numériques. Donc, certains clients vont arriver un petit peu plus démunis. Juste la gestion du cellulaire, la gestion de comment avoir accès à ses courriels, ça peut être un défi. Nous, c'est sûr qu'on va les accompagner. Il y a des cours, nous, qu'on offre là-dessus. Donc, ça a un impact majeur. Donc, c'est entre le client qui ne sait pas utiliser le courriel puis les gens qui utilisent la vidéoconférence et l'intelligence artificielle, on a de tout là dans ça. Donc, c'est comme organisme, on a beaucoup à se questionner. Qu'est-ce qu'on va sortir, qu'est-ce qu'on va faire pour rejoindre les employés puis aussi les employeurs aussi. Faut que donc notre offre de cours informatique a beaucoup évolué avec les années. Puis voilà, donc c'est quand même un défi de tous les jours. Comme disait Valérie, ça évolue tellement rapidement. Puis maintenant, si t'as pas de cellulaire, si t'as pas de courriel, mais comment on va te rejoindre? Le téléphone à la maison résidentielle, là, ça commence à être un petit peu désuet. Dans le fond, les gens l'ont plus. Il y en a qui l'ont plus, il y en a qui l'ont encore, mais ceux qui l'ont, il faut qu'il soit comme à côté du téléphone pour recevoir un appel d'un employeur. Donc, des fois, c'est un défi. Et justement, au niveau de l'accompagnement des chercheurs d'emploi, à cause aussi de la pandémie, est-ce que ça a impacté les façons d'accompagner les personnes? Est-ce que ça a aussi eu un impact sur vous, en tant que conseiller en emploi, dans vos façons d'accompagner les personnes? Est-ce que ça a un impact? C'est certain. C'est sûr que nous, on part d'où le client est, mais on se rend compte aujourd'hui, la recherche d'emploi, ça se fait par le numérique. Là. Ça se fait par le cellulaire, ça se fait par les plateformes. Il y a combien de plateformes de sites de recherche d'emploi? Ça se décuple. Et fait que nous, on a un rôle d'éducation. Donc, on essaie d'éduquer le client le plus possible à ces outils-là, à les utiliser. On les prend où ils sont. Donc, si c'est le courriel, on va commencer par créer une adresse courriel. Après ça, le cellulaire, on va leur montrer. On a un cours, le cellulaire en recherche d'emploi, un atelier informatique, en fait, qui est pratique puis qui est très utilisé et très aimé. Puis aussi les bases de l'Internet, dans le fond.
Ça, je sais pas, ça répond à la question. Tout à fait. Donc là, ça permet de voir aussi que vous offrez des outils pour pouvoir accompagner les personnes. Parce que c'est sûr que là, on parle impact des technologies sur le marché du travail. Mais c'est-à-dire qu'avant, on pouvait faire un travail sans utiliser ces technologies. Et là, elles sont introduites. Donc, en tant que organisme qui est les chercheurs d'emploi, vous avez ajouté ces ateliers exactement, là. L'initiation à vidéoconférence, aussi les Zooms de ce monde, les Teams, l'intelligence artificielle. Mais là, je ne veux pas dévancer les sujets, mais c'est comme présent. Là. Et là, Marie-France, vous avez donc participé à un programme préparatoire à l'emploi axé sur l'informatique. Comment est-ce que vous aviez entendu parler de la puce et qu'est-ce qui vous a amené en fait à faire affaire avec la puce? Ben, faut dire franchement, c'était tout le temps en moi. Je voulais tout le temps trouver un moyen pour me réorganiser, réorienter. Je sentais vraiment que j'avais besoin d'un changement, surtout avec tout ce qui s'est passé, la pandémie et tout. Donc, j'ai été approchée par une agente. J'ai fait des recherches et c'est de là est venu que j'ai trouvé la puce. D'autant plus, j'ai vu que ça faisait depuis 1984 que c'était là et surtout c'était à but non lucratif. Donc, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que c'était des cours d'informatique, mais il n'y avait pas juste l'informatique. Fait que j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, c'est ce qui m'a amené à la puce. Merci beaucoup. Donc, c'est sûr que là, on voit que c'est une nécessité sur le marché du travail maintenant d'aller chercher des compétences numériques. Selon vous, Valérie, quelles seraient les compétences indispensables, majeures à posséder sur le marché du travail au niveau numérique? Mais à l'échelle numérique, là, c'est clair. Puis on en parlait tout à l'heure, le fameux téléphone intelligent. Souvent, nous, en Europe, on va dire les smartphones. Je lisais sur le sujet dernièrement encore un article très intéressant là. Sans téléphone intelligent, il y a vraiment des formations, des possibilités auxquelles on peut pas avoir accès parce que ça prend absolument un téléphone intelligent pour s'inscrire, pour avoir accès au portail avec une application, bref. Donc ça, je pense que même si, parce que c'est pas juste une question aussi de compétences numériques, il faut pas oublier là qu'il y a aussi l'aspect socio-économique. Ça coûte cher avoir les bons appareils à la fine pointe de la technologie qui sont capables de télécharger les dernières applications qui ont une bonne vitesse de croisière. Ce n'est pas donné à tous les portefeuilles. Ça, il faut être conscient. Donc ça vient augmenter le degré d'éloignement, la barrière au marché du travail. Mais je pense que justement, dans les organismes d'aide à l'emploi, être capable de naviguer minimalement, là, on a passé le stade de l'ordinateur, là, c'est vraiment tablette, téléphone. Tous ces appareils intelligents-là, il faut avoir, même si peut-être on n'a pas les moyens. Le maîtriser. Voilà, il faut le maîtriser, même si on n'a pas les moyens d'avoir toujours la dernière version à la maison. Il faut quand même, si on est dans un contexte de travail ou un contexte de recherche d'emploi, d'être capable de naviguer minimalement là-dedans. Mais au-delà, je dirais, là, je l'ai dit un peu tout à l'heure, au-delà des compétences techniques pour pouvoir opérer les outils, il faut être capable de se protéger comme citoyen. On a une identité numérique maintenant. Une identité numérique, c'est facile, là. C'est très important. Nos photos sur Internet, nos adresses IP, toutes nos informations qui se retrouvent en ligne, ben, ça crée notre identité numérique. C'est sûr que les gouvernements sont à pied d'œuvre pour mettre des cadres de cybersécurité en place. On sensibilise vraiment de plus en plus les citoyens. Donc, les organismes d'aide à l'emploi, comme l'Association Midi 40, la puce, doivent intégrer ça dans leur cours, leur formation d'accompagnement. Comment se protéger, comment protéger nos enfants, les gens de notre famille qui sont plus vulnérables, qui ont moins de connaissances avec ces outils-là. Donc, je pense que, premièrement, une compétence d'être un citoyen numérique responsable, ça, c'est une compétence de l'avenir dans les compétences dites numériques, et aussi d'agir de façon sécuritaire. Aller chercher la formation, les connaissances, avoir une pensée critique. Et moi, je fais le parallèle. Souvent, on dit que les nouvelles générations, les jeunes, parce que là, on parlait des travailleurs expérimentés, mais parlons des jeunes. On dit que les jeunes maîtrisent tout ce qui est trop numérique, mais ce n'est pas vrai. Ils vont être capables d'ouvrir un téléphone, d'envoyer des messages, de télécharger des photos, des pièces jointes, des vidéos. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, de mettre des publications. Toutefois, tout ce qui a trait à protéger son identité, à être bienveillant, pas juste envers soi-même, mais envers les autres, d'avoir un bon comportement de citoyen numérique, ça manque.
On parle de cours de sensibilisation pour être un bon citoyen, mais là, il faut ajouter nos comportements numériques dans la société. Ouais. Et ça peut nous suivre toute notre vie, ça. Donc, c'est très important. Alors ça, j'ajouterais ça à ça dans l'espèce de panier, là, le train de compétences qu'il faut avoir, là, et on n'en parle pas beaucoup, je trouve. Puis, non, sans aller plus loin, je crois que durant notre pandémie, c'est ce qui a créé un moteur, qui a apporté un éveil aux gens, les sensibiliser. Et aussi, ça a permis aux gens de plus s'informer, d'aller plus sur Internet. Et maintenant aussi, avec le réseau média qui contrôle tout, maintenant, les gens sont plus en mesure de voir, je prends ça, j'accepte pas. Fait que d'un côté, c'est bien, mais je suis tout à fait d'accord avec toi de sensibiliser les gens par rapport à la sécurité, de savoir quoi divulguer, ne pas divulguer certaines choses. Non, c'est très intéressant. C'est des réflexes à intégrer. Oui, c'est vrai. Puis tu as raison. Les jeunes aujourd'hui, c'est faire attention au cliquer. Mais Parce que sur les réseaux sociaux, il y a plein de publicités, il y a plein de choses. Donc, pour le vivre dans ma famille proche, des fois, je fais attention où tu cliques. Dans le fond, ça peut avoir des impacts. Donc, les jeunes ne sont pas toujours conscients de l'impact de leur identité numérique, puis où est-ce que ça peut les mener. Il y a tout l'aspect fraude dans la cybersécurité. Donc, effectivement, c'est important. Et là, Valérie, vous soulevez un peu l'enjeu aussi de culture numérique. Hein. Voilà. On n'est pas juste dans comprendre un outil, savoir utiliser un outil. On est dans la culture numérique. Pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, il pourrait y avoir une certaine crainte aussi, une certaine appréhension. Est-ce que cet impact est positif et négatif? Mais là, on entend aussi l'importance de s'éduquer, de s'informer par rapport à ça. Oui, tout est dans le développement d'une pensée critique. Mais pour développer une pensée critique face à une nouvelle réalité de la société, il faut avoir un minimum de connaissances, puis un minimum de compréhension, une base de connaissances. Donc ça, c'est important pour les gens qui ne l'ont pas, de les accompagner pour aller là, savoir où aller chercher l'information, pour développer cette pensée critique-là, justement. D'autant plus, excuse-moi, ça nous paralyse, ça nous handicape, parce que si je regarde, moi, écoutez, avant que j'ai pris la décision de prendre le cours à la puce, oui, j'étais quand même bonne à l'ordinateur, je prends mes courriels et tout, mais j'étais quand même un petit peu apeurée, j'appréhendais. Excel, c'était lourd. On dirait comme si ça créait tellement un stress de ne pas comprendre. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu me rendre à la puce pour pouvoir mieux comprendre puis mieux me mettre à l'aise devant un écran. Je vais vous dire, franchement, être devant un écran, là, puis voir toutes les touches, c'est quelque chose, là. Puis en même temps, c'est ça, ce que je vois, ce que je vis, moi, avec la clientèle, c'est qu'on est tellement informés. En fait, le fait d'être expérimenté, t'as entendu plusieurs messages passer, fait que là, tu arrives avec une crainte aussi. Mal informé, c'est sûr, il y a de la désinformation. Donc, des fois, il y a des clients qui disent non, je vais pas là, j'ai peur que il y ait quelque chose, il y a une fraude. Fait qu'il y a comme, comme tu dis, c'est la connaissance, faut qu'on ait une base aussi, faut qu'on comprenne ce qu'on fait. Puis, on le vit. T'sais, autant les jeunes que les travailleurs plus expérimentés, là, c'est des beaux défis. Là, j'aurais une question pour vous, Benoît. Au niveau du marché du travail, il y a ce qu'on appelle marché ouvert, marché caché. Je ne sais pas si vous pourrez peut-être en glissez-mots définir ce que c'est, mais quel serait l'impact pour les personnes qui veulent aller dans le marché caché qu'on promouvoit souvent, l'impact des technologies, puisque tout maintenant passe par le numérique. Donc, on a entendu parler de plateformes comme LinkedIn et autres. Donc, est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de ces enjeux-là? Oui. En fait, le marché caché, moi, j'en parle beaucoup, évidemment, à mes clients. 6 emplois sur 10 se trouvent comme ça, là. C'est le marché ouvert, c'est tout le monde connaît, Job Boom, Helico, tout ça, là, Indeed. Marché caché, c'était aussi de trouver la porte par en arrière pour se faire démarquer, pour se démarquer puis présenter sa candidature. Donc, le site Internet d'une entreprise pour essayer d'envoyer sa candidature de façon spontanée. Donc, il n'y a pas de poste nécessairement ouvert dans ce qu'on cherchait, mais c'est pas grave, je me démarque en envoyant mon CV comme ça. Le réseautage, c'est sûr que ça, c'est fort, là. Si on en parle, je connais quelqu'un qui cherche un poste. Moi, je dis toujours à mes clients, parlez-en, vous cherchez un emploi. Dites-leur, c'est quoi vos compétences, c'est quoi votre domaine d'expertise. Comme ça, plus vous en parlez, plus vous risquez de vous faire dire, mais je viens justement d'entendre parler qu'ils vont ouvrir un poste comme ça. Donc ça, le réseautage, aller chez les employeurs de façon détournée, c'est un peu le marché caché.
Et ça prend de la technologie parce qu'une candidature spontanée, il faut qu'on l'envoie de façon électronique, hein? À moins qu'on se présente avec son CV papier. Remarquez qu'il y a des domaines où ça marche encore, là, beaucoup, là, donc, mais pas partout. Tu sais, les grandes organisations, il faut y aller d'une façon détournée. Là. Donc, fait qu'on est moi, je les sensibilise beaucoup, mes clients, à essayer parce que le job boom puis le Indeed, tu sais, c'est le fun, ça fonctionne. Et plus c'est consulté, plus notre CV a des chances de pas être vu. Faut vraiment qu'il soit percutant. Ça, c'est notre job comme conseiller de faire ça, mais quand même, on va se donner des chances aussi. J'essaie de même prendre le téléphone aujourd'hui, parler, c'est se démarquer parce que les gens textent puis envoient des courriels. Donc, moi, des fois, je me dis, faites un suivi téléphonique, essayez de parler à quelqu'un dans un organisme. Et là, parler de vive voix, écoute, c'est comme en 2024, c'est quasiment une exception. Et la première chose qu'on fait comme employeur, quand on ouvre un poste puis qu'on est en recrutement, on va regarder. La première chose que l'on fait, c'est regarder le profil sur LinkedIn. Oui. Donc, effectivement, c'est rafraîchissant qu'un candidat ou une candidate prenne la peine de nous appeler pour avoir une conversation de vive voix. Mais encore, faut-il soigner aussi son image et mettre à jour tous ses profils, les médias sociaux professionnels. Le plus connu, bien sûr, étant LinkedIn. Oui, voilà. Ça aussi, ça fait partie. Excuse-moi, des fois, on a besoin d'oser. On a besoin de sortir de sa zone de confort. Vraiment. Parce que oui, c'est vrai, il y a des procédés, il y a des façons de faire. Mais si je regarde moi, Marie-France, tous les emplois que j'ai eus, c'est parce que j'ai osé. J'ai foncé. Mais je peux comprendre que chaque personne, on n'est pas pareil. Mais des fois, il suffit juste de un petit coup de pouce, faire quelque chose pour amener une différence. Et Benoît, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle et son impact pour les chercheurs d'emploi. Donc les mots-clés, pouvoir rédiger quelque chose de percutant pour attirer les recruteurs. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de en tout cas, l'arrivée de plus en plus importante de l'intelligence artificielle dans tout ce processus? Ben, je vous dirais que oui, les chercheurs d'emploi sont impactés, mais nous, comme conseillers, on est en train de vivre ça aussi. On apprivoise ça parce que c'est comme un peu nouveau aussi pour nous. C'est tellement révolutionnaire, là, dans le fond. Puis on essaie de, ne serait-ce que juste taper les compétences. Quelles sont les compétences requises pour tel poste? On commence par des choses comme ça, des questions simples qu'on soumet à l'intelligence artificielle. Les réponses sont vraiment spectaculaires. Fait juste, dans le fond, quelqu'un qui change de carrière, qui était cuisinier, qui s'en va plombier. Quelles sont les compétences transversales qui sont transférables d'un poste à l'autre? Pouf, ça nous sort. Fait que nous, comme conseillers, ça nous aide à partir quelque chose au niveau du CV puis de la conversation avec le client. Mais le client, c'est nouveau pour lui. Donc là, l'intelligence artificielle, on entend toutes sortes d'affaires, c'est épeurant. On va se faire, tu sais, jusqu'où ça va. Fait que nous, on envoie des liens sécurisés, là, sécurisés, c'est-à-dire qu'on a déjà utilisé, qu'on le sait qu'ils sont sécuritaires. Puis on inclut ça dans nos ateliers informatiques de temps en temps, en fait, graduellement, de plus en plus, je dirais. Mais c'est nouveau aussi, là. C'est comme la pointe de l'iceberg. Puis nous-mêmes, comme conseillers, on se forme entre nous. Hey, on a essayé ça, essaye ça. Donc, c'est l'avenir, dans le fond. Je pourrais rajouter là sur l'intelligence artificielle, ça nous préoccupe beaucoup comme secteur. C'est sûr que comme réseau faisant partie du secteur des services publics d'emploi, là, l'impact de cet avènement-là, c'est vraiment un point tournant là. C'est vraiment, on parle des transformations numériques, mais dans les multiples transformations qu'on a vécues là dans l'ère numérique, c'est majeur. Et c'est clair que il faut vraiment l'intégrer dans nos pratiques. L'intelligence artificielle, ce qu'on entend souvent, ce qui peut peut-être faire peur aux personnes qui recherchent un emploi, c'est de dire, de toute façon, ça va prendre tous nos emplois plus tard, ça va remplacer nos emplois. Et ce n'est pas vrai, il faut l'intégrer. Puis moi, des fois, j'ose un peu le discours de dire, écoutez, on est dans une situation où les besoins explosent sur le terrain. Malheureusement, les finances publiques, j'ose le dire, sont de plus en plus, disons, c'est de plus en plus difficile d'obtenir du financement adéquat pour tous les besoins
besoins qu'il y a. Les besoins ont explosé dans les dernières années. Donc, c'est sûr qu'il faut réorganiser les tâches. L'intelligence artificielle peut réorganiser les tâches. Parce que les personnes conseillères en emploi, les personnes expertes dans les organismes en employabilité, peut-être ne prennent pas autant de temps à construire le CV d'une personne, le portfolio d'une personne. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire pour nous permettre de faire d'autres choses là où vraiment c'est juste nous qui pouvons le faire. Donc, la réorganisation du travail, il y a aussi, comme on disait tout à l'heure, comment apprivoiser ça dans notre quotidien, comment l'encadrer dans le monde du travail. Puis, moi, c'est sûr que l'intelligence artificielle, si on l'utilise bien, ça peut être gagnant. Mais il faut pas le voir comme, en fait, il faut le voir comme un levier. Exactement. Pas la réponse infuse. Voilà. Trouver un équilibre, quoi. C'est ça, exactement. On ne peut pas aujourd'hui faire fi de ça puis dire on ne peut pas fermer les œillets. Non, il faut travailler autrement. Exact. Parce qu'on sait que les besoins vont continuer à augmenter. Les besoins se transforment. Les gens de plus en plus que ce soit pour des besoins, pour intégrer un emploi, avoir de l'accompagnement pour intégrer un emploi, mais on parle de plus en plus des enjeux de santé mentale, tous les enjeux par rapport à l'accès au logement. Bref, les besoins sociaux en général augmentent dans la société et les finances publiques se contractent. Donc, comment les organismes ont de plus en plus de ressources limitées. Donc, comment on peut, avec les outils technologiques, numériques, venir enlever un peu de poids sur les épaules des personnes intervenantes sans faire peur aux chercheurs d'emploi, parce qu'il faut aussi qu'ils apprivoisent ça. Puis qu'ils savent comment l'utiliser, comme on disait tout à l'heure, un peu pour la citoyenneté numérique, avec une certaine pensée critique, avec un certain recul, mais que ça leur donne une impulsion et non, parce que c'est vrai que des fois c'est vraiment, ça peut être à double tranchant. Oui, tout à fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir comment la technologie peut être au service du marché du travail et des personnes qui travaillent ou qui recherchent un emploi et non l'inverse. Et puis, on entend beaucoup, ça revient dans ce que vous dites, l'importance de s'informer, d'avoir une pensée critique, d'avoir un recul. Pour déboulonner certaines. Exact. Donc, c'est vraiment intéressant. Et Marie-France, vous avez fait partie donc d'un programme qui est axé sur tout ce qui est enjeu numérique. Il y a eu des cours de Word, d'Excel. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire ce que vous avez trouvé le plus difficile dans l'appropriation de ces logiciels et ce qui vous a aidé à vous approprier ces logiciels? Mais moi, je vais vous dire franchement, lorsque j'ai pris le cours de la puce, j'étais beaucoup dans une appréhension. J'avais une petite crainte, une petite peur, parce que pour moi, de ce que j'ai pu entendre, c'est sûr, on faisait affaire avec les logiciels Excel. J'avais déjà une idée qu'Excel, les formules, c'est compliqué, puis le texte et tout pour Word et tout. Mais à ma grande surprise, j'ai été vraiment surprise parce que dès mon arrivée, j'ai vraiment senti un encadrement par rapport à la puce, surtout de façon que je me suis sentie sécurisée. Et moi, je trouve que ça fait toute la différence. Le fait de se sentir épaulé. Les professeurs étaient faciles d'accès. C'était agréable. C'était vraiment comme une famille. Fait que je trouve que ça fait une grosse différence parce que je vais vous dire franchement, surtout avec la technologie, tout est informatisé, ça fait peur. Lorsqu'on voit ça, ça fait peur vraiment. Puis c'est après qu'on se rend compte, ok, ça s'apprend. Puis t'es dans des groupes, puis tu te rends compte, on est toutes là pour la même chose. Donc non, ça a vraiment été intéressant pour moi la puce. Et est-ce qu'il y a des éléments que vous avez vus facilitants, qui vous ont aidé dans vos apprentissages quand vous étiez là au niveau numérique? Mon Dieu, moi je vais vous dire franchement, ça a beaucoup aidé le tutoriel. J'ai beaucoup apprécié le tutoriel parce que c'est quelque chose, c'est une façon qu'on pouvait avoir un suivi après les cours, puis aussi le temps que les professeurs prenaient, les travaux qu'on avait. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que on faisait des cours d'informatique, mais il y avait d'autres cours qui étaient intégrés aussi avec ça. Donc, ça allégeait la partie d'informatique parce que moi, déjà, je me sens fière d'avoir pris le cours. J'ai trouvé ça lourd, mais le fait que on a eu certains cours qui était vraiment de façon développement personnel, ça allégeait le cours d'informatique. Fait que non, j'ai vraiment aimé ça, surtout le PowerPoint. Excusez-moi. Alors là, au niveau du numérique, Valérie, vous êtes directrice d'un organisme qui regroupe des centres conseils en emploi.
comment accompagner les organismes, comment accompagner les centres conseils en emploi justement pour qu'ils puissent faire en sorte qu'il y ait un gagnant-gagnant au niveau de l'impact des technologies sur le marché de l'emploi? C'est un très gros défi parce qu'il faut adapter effectivement l'offre de services que les organismes offre à la population parce que c'est une offre de service public d'emploi qui est très belle au Québec, qui est très diversifiée, qui est adaptée selon le contexte de la personne, les différentes personnes, qu'on soit des travailleurs expérimentés, des jeunes, des femmes. Il y a vraiment une belle offre de service, mais là, ça manque tout ce qui est de la formation continue en ce qui a trait au développement de la littératie numérique, les compétences numériques. Tout ça, on le voit, c'est du travail. On travaille très fort avec le gouvernement pour faire reconnaître l'importance d'investir là-dedans. Parce que oui, il existe déjà dans plusieurs services déployés par les centres conseils en emploi des ateliers informatiques, de mise à niveau, disons, des outils informatiques, chose qu'on voit depuis des années. Mais je trouve les investissements très timides et que les organismes n'ont pas beaucoup de ressources pour pouvoir offrir tout l'accompagnement puis la formation continue qui est nécessaire pour répondre à tous les besoins dont on parle depuis le début. Oui, depuis le début de notre conversation aujourd'hui sur ces questions-là, parce que c'est pas, puis déjà c'est souvent une mise à niveau, puis on parle pas toutes et tous du même endroit. Des fois, c'est peut-être juste un petit rafraîchissement. D'autres personnes, ils ont peut-être, comme vous disiez tout à l'heure, pas encore manipulé de téléphone intelligent. Donc là, les formations sont plus longues et c'est des formations, il faut vraiment intégrer ça dans une stratégie plus concrète d'un apprentissage tout au long de la vie. Parce qu'on ne sait pas encore les métiers et professions du futur. Donc, c'est pas juste de donner des compétences numériques aux gens puis d'être sûr que les citoyens, citoyennes, travailleurs, travailleuses puissent avoir accès à des formations pour les garder à jour en ce qui a trait aux compétences numériques, mais c'est aussi leur donner un coffre à outils. Un coffre à outils pour gérer leur parcours professionnel. Parce que je fais une petite parenthèse, là, au-delà des compétences numériques, on le voit, ça fait déjà 2-3 décennies sur le marché du travail, les gens changent d'emploi régulièrement. Puis pas non seulement d'emploi, mais de secteur d'activité. Donc, il est certain que en ce qui a trait aux compétences numériques, puis on parlait de l'avènement de l'intelligence artificielle, ça va façonner les emplois, ça va encore davantage façonner les parcours. Les gens peuvent avoir 2-3 emplois en même temps pour pouvoir subvenir à leurs besoins, ou des fois, c'est pas une question financière, c'est une question, il y a un emploi qui est plus alimentaire, d'autres qui répond à une passion, ou d'autres vraiment une stimulation intellectuelle. Donc, le marché du travail est éclaté. On fait plus des cheminements professionnels sur 20-30 ans dans le même milieu de façon linéaire. Donc, tout ça, ajouté aux compétences numériques, aux outils numériques qu'il faut posséder, moi, je pense que l'accompagnement dont les centres conseils en emploi ont besoin pour les personnes, c'est d'avoir cette flexibilité-là dans la formation continue et c'est très difficile en ce moment. Disons que c'est un peu rigide, ça manque de flexibilité. Donc, ça rend les organismes qui offrent les services, prestataires de services sur le terrain, dans un cadre très rigide qui répond pas aux besoins. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Puis, comme je disais, le gouvernement, on est toutes et tous, que ce soit à l'échelle du gouvernement, des employeurs, de nous, des travailleurs, des gens qui vont entrer sur le marché du travail ou qui vont même le quitter. On est toutes et tous en train de rattraper un peu le temps perdu. On disait tout à l'heure, ça va vite, il y a plein de choses à apprendre, à maîtriser. Mais comment, collectivement, quelle stratégie on peut avoir à l'échelle des politiques publiques pour assurer une formation continue numérique? Mais moi, j'irais plus loin, là. Une stratégie, vraiment, une stratégie nationale de formation de la main-d'œuvre, développement de la main-d'œuvre. Et le caractère numérique doit être vraiment une pierre angulaire. Ouais. Parce que je trouve aussi, c'est ce qui cause que ça paralyse. Oui, c'est ça. Les gens, puis si on aurait mis ça sur plus un vaste... on leur aurait permis plus, ça serait de façon que les gens seraient plus en confiance, plus en sécurité. Et mon Dieu, il y aurait tellement des opportunités. Parce que des fois, il y a des gens qui veulent accéder à d'autres carrières, mais sont paralysés. Ils font juste entendre informatique. Moi, il y a certaines choses que je voulais faire. J'entendais informatique. Oups, OK, non, c'est lourd. Donc, c'est vraiment d'aller de l'avant, d'essayer de mettre ça même comme un parascolaire dans des cours, d'offrir des services, parce qu'on s'en va vraiment vers ça présentement. Ouais.
Ben, en fait, c'est ça. Le numérique, l'informatique, si on l'apprend, c'est une chose, mais il faut le pratiquer après. Donc, c'est beau d'avoir un cours de 3 heures, un atelier, mais si après ça, le participant ou l'employeur ne supporte pas ça, ne permet pas assez de temps d'appropriation au nouvel employé, mais c'est certain que la courbe d'apprentissage est plus longue. Puis surtout de les écouter, puis de pouvoir les encadrer, puis aussi de les outiller de façon qu'ils puissent s'avancer. Parce qu'il y a beaucoup de compagnies d'informatique, on te montre, mais après, t'es laissé à toi-même. Tu sais, il y a pas, moi, je trouve que des fois, il y a pas assez de soutien. Oui, d'accompagnement. Qui veut d'accompagnement, puis des fois, on se sent comme nul, comme si on comprend pas. Avoir des incitatifs pour les entreprises. Il existe au Québec quand même la loi sur le développement et la reconnaissance des compétences. Dans notre jargon, on l'appelle la loi du 1%. Donc oui, le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences, les employeurs doivent investir 1% de leur masse salariale en formation. Bon, il y a des critères, il faut avoir un certain niveau de masse salariale, mais tout ça pour dire qu'il y a déjà des choses en place. Mais pourquoi on n'a pas un incitatif pour la formation sur le numérique chaque année? Puis c'est sûr qu'au Québec, c'est beaucoup des petites et moyennes entreprises. On n'est pas une économie avec un tissu là de multinationales. Donc c'est sûr que les grosses entreprises, on parlait d'Air Canada tout à l'heure, c'est sûr, avant de rentrer en ondes, c'est sûr que les grosses entreprises ont plus de ressources. Mais notre tissu entrepreneurial au Québec, c'est des petites et moyennes entreprises. Ben nous, les centres conseillers en emploi, les experts qui travaillent chez la Puce, Midi 40, peuvent accompagner même la personne déjà quand elle est en emploi. Il faut garder à jour ces compétences-là. Il faut que l'employeur intègre pas juste dans son cadre financier, mais dans son cadre d'opération, une formation, puis même lui comme employeur pour rester à jour, ressourcer les différentes, parce que toute nouvelle intégration dans le numérique sur le marché du travail, souvent ça change les outils, mais ça change aussi le cadre légal, mais toujours 2-3 ans plus tard. Donc même les employeurs doivent rester à l'affût pour pouvoir là on voit en ce moment, il faut être conforme à la loi 25 pour la protection des renseignements personnels. Donc, l'employeur a tout intérêt à être à l'affût lui aussi de l'impact de ces transformations numériques-là sur non seulement les compétences de ses employés, mais lui, son rôle comme employeur. Donc, si le gouvernement pouvait créer des incitatifs de formation, ça pourrait être intéressant pour contribuer à la marque employeur aussi. Oui, tout à fait, vraiment. Et c'est certain que là, on entend beaucoup l'importance de prendre le temps de s'approprier. Et on est beaucoup dans un marché de l'emploi qui est quand même axé sur la performance. Donc, Benoît, au niveau de votre organisme, vous accompagnez des travailleurs expérimentés. Quel message vous voudriez envoyer aux personnes qui recrutent, aux employeurs? Oh là là! Ben, allons-y. Mais c'est sûr que les gens de 40 ans et plus, c'est sûr, c'est pas tout le monde, évidemment, mais la courbe d'apprentissage, la facilité d'apprendre n'est quand même pas comme quand on avait 20 ans, mettons. Donc, il faut se donner un petit peu plus de temps. S'il y a beaucoup de technologie dans le poste où on se dirige, il faut laisser le temps à la personne. Donc, de le laisser dans son petit coin tout seul, oui, il y en a qui vont se débrouiller, mais du support, du coaching, du mentorat, du tutorat, ça peut être effectivement quelque chose de très bénéfique pour l'employé. Puis surtout que la personne, chez nous, elle vise pas un emploi, elle vise pas s'en aller après 6 mois, là. Dans le fond, elle aimerait ça faire un long bout, puis peut-être finir, la fin de sa carrière, l'affaire là. Donc, c'est des gens, chez qui il vaut la peine d'investir. Donc, ça prend peut-être un peu plus de temps, approprier ses fonctions, mais pas tout le monde encore là, mais ils sont là pour rester. Donc, le message que j'aurais à dire, c'est ça, dans le fond, il faut laisser la chance aux coureurs. Puis nous, on est très sensible au maintien en emploi. Donc, l'intégration dans un emploi, c'est une chose, mais on essaie de plus en plus de faire des suivis avec eux pour qu'ils restent, soulever tout de suite les enjeux. Donc, puis de faire des rencontres tripartites dans le fond, nous, l'employé et l'employeur. Ça commence à être de plus en plus, ça fait partie de notre offre de service, là, de plus en plus, je dirais. Donc, ça, c'est important. Et comment vous voyez que réagissent les employeurs par rapport à ça? Parce que c'était intéressant de pas seulement accompagner pour l'obtention, mais aussi le maintien. Comment les employeurs réagissent? On a des beaux taux de succès.
succès, Wow. je dirais. Wow. Ouais, effectivement. On a justement quelqu'un qui est spécifiquement dédié au maintien en emploi présentement sur un projet, puis elle a effectivement des histoires à succès. Dans le fond, à force de se rencontrer mensuellement, les trois ensemble, ben on adresse les enjeux, on n'attend pas que ça fasse boule de neige, puis c'est encore quelque chose de... je dirais pas nouveau, là, mais les employeurs sont quand même pas habitués à ça nécessairement. Donc, on gagne à explorer ce créneau-là. Mais pour le moment, je vous dirais que ça donne des bons résultats. Donc, c'est vrai, puis c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Puis oui, c'est vrai, je veux vraiment porter un mot par rapport à ça. Les employeurs devraient vraiment être plus à l'écoute de leurs employés. Parce qu'ils ont des fois des perles avec eux autres, mais ils ne s'en rendent pas compte. Puis des fois, juste le fait de ne pas bien été dirigé, mon Dieu, t'as tellement une mauvaise impression d'un travail ou d'une personne. Puis oui, cet encadrement, c'est pour ça que moi, j'arrête pas de pousser sur ça, l'encadrement. Le leadership, parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui pensent juste à miser, mettre les sous, mais ils voient pas le travail qui se fait. Moi, si je viens dans une compagnie, je viens travailler pour vous, parce que j'aime ça. J'aimerais ça me sentir aussi appréciée, puis aider quand j'en ai besoin. Donc, c'est très important ce que tu dis, effectivement, Benoît. Peut-être la culture numérique pourrait remettre un peu en lumière cette fameuse culture d'apprentissage-là qu'on n'a pas au Québec. On fait des belles politiques, des beaux programmes, mais la culture d'apprentissage qu'on voit peut-être dans d'autres pays, bien sûr, comme on cite souvent, vous allez me dire les pays scandinaves, où il y a vraiment des politiques axées sur le développement des compétences des citoyennes et des citoyens. Mais cette culture d'apprentissage-là, l'apprentissage qui se fait en milieu de travail, qui se poursuit, c'est encore un petit peu là. Je trouve qu'on n'est pas encore tout à fait rendu là au Québec. On essaie, on le sait qu'on en a besoin, mais peut-être que justement cette culture numérique là, dont tout le monde va avoir besoin de s'imprégner. Peut-être qu'on pourrait, ça pourrait être faire une pierre deux coups, puis remettre un peu de l'avant là tous les enjeux par rapport à l'apprentissage continu tout au long de notre vie là, dans les milieux de travail. Tout à fait. Alors, on s'achemine vers la fin. Le mot de la fin, si vous deviez donner un mot de la fin pour pouvoir conclure, je ne sais pas si Valérie a un dernier mot par rapport à l'impact des technologies sur le marché du travail. Mais je pense que on est au début, on est à l'aube d'un marché du travail là qui va vraiment être transformé. On l'a vu il y a 20 ans, 30 ans qu'on s'en allait vers un marché du travail avec beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de... Il n'y a plus de frontières. Les gens changent de secteur, comme je disais tout à l'heure, de carrière, plusieurs fois dans une vie. On peut avoir plusieurs X. L'expression être sur son X, être au bon endroit, là, peu importe son contexte professionnel, sa vie personnelle. Je pense que maintenant, on peut avoir plusieurs X dans une vie selon nos obligations personnelles et professionnelles. Les gens sont de plus en plus conscients de ça. Donc ça va avoir un impact, veut pas, la valeur accordée au travail, que la société accorde au travail, va faire qu'on va évoluer. Ça va avoir un impact aussi sur l'utilisation des nouvelles technologies dans le cadre du travail. Puis moi, je dirais que vraiment, là, comme mot de la fin, je pense qu'on s'en va vraiment vers une façon d'aborder le travail. Le télétravail, est là pour rester, même si la cohésion d'équipe, ça se fait peut-être difficilement. Donc, je pense que ce qu'on a vu comme transformation, là, 3-4 ans avec la pandémie, il va y avoir des pans de cette transformation-là on reviendra pas comme avant. C'est ça que je veux dire. Ça va vraiment rester. Puis les transitions, comme je disais au début, qui sont de l'ordre démographique, les transitions vertes et les transitions, en fait, toutes les transitions numériques vont venir aussi nous aider à gérer les transitions climatiques vertes et tout ça. Donc, comme mot de la fin, moi, je pense qu'il faut vraiment, comme je disais tout à l'heure, se concentrer à la fois comme priorité là, dans l'agenda politique sur le développement des compétences des citoyens, eu égard à leur statut socio-économique, eu égard à leur contexte de vie. Tout le monde a sa place sur le marché du travail. Il faut que le marché du travail soit inclusif,
pour être productif. Alors, je pense que l'importance des centres conseils en emploi, du merveilleux travail qui est fait dans les organismes comme la Puce et Midi 40, c'est au cœur d'une stratégie là, de développement de la main-d'œuvre. Et donc, même, je dirais, économique pour assurer là, un marché du travail vibrant, mais aussi inclusif. Merci beaucoup, Benoît. Le mot de la fin? Le mot de la fin, en fait, moi, j'aurais le goût de dire de rester ouvert, de pas se fermer. Puis quand on comprend pas quelque chose parce qu'on en a peur, ou quand on a peur de quelque chose parce qu'on le comprend pas plutôt. Donc, moi, je dirais, tu sais, faut demeurer ouvert, puis peut-être apprivoiser tranquillement les technologies. Donc, se donner des petits objectifs faciles. Donc là, je vais aller sur ce site-là, je vais le naviguer, je vais l'explorer. Avec votre conseiller en emploi, de vérifier ça, puis voilà, c'est l'intégrer graduellement. Si on ferme ses œillères, c'est certain qu'on va passer à côté de quelque chose d'intéressant. Merci beaucoup. Marie-France, le mot de la fin? Moi, je dirais qu'on essaie de trouver une façon d'avoir plus de aisance par rapport à l'informatique, de moins se laisser intimider par l'informatisme parce qu'on s'en voit vraiment dans un air que c'est vraiment de l'informatique. Fait que vraiment se donner une chance, s'approprier et aussi qu'il y ait plus d'organismes, qu'on a plus accès à avoir des formations continues qui permettent aux gens de pouvoir avoir accès aux cours aussi. Puis aussi, tu sais, comment que je pourrais dire, au point de financement, argent, que ça soit accessible, ça soit possible, parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens pour ça. Moi, je trouve qu'on devrait le mettre vraiment comme quelque chose que it's a must. Il le faut. Donc, fait que moi, je ferme vraiment la parenthèse pour dire, si j'ai été capable, hey, vous êtes tous capables, vous autres aussi. OK. Merci. Merci beaucoup à nos invités d'avoir partagé sur ce sujet d'actualité. Donc, merci aussi à vous d'avoir suivi ou écouté ce balado. Nous sommes dans le studio Archétype Studio. Si jamais vous êtes intéressé à en savoir plus, vous pouvez regarder sur la barre de description. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis on vous dit à un prochain épisode.